Alors, ça nous ramène à l'été. Alors, à l'été, nous avons choisi de retourner à Copenhague. Copenhague qui est une ville passionnante, une ville très différente. On est dans un pays nordique. À Copenhague, le premier conseil que je vous dirais, c'est quand vous sortez de l'hôtel, c'est de regarder à gauche et à droite tant que vous êtes sur le trottoir. Parce que les trottoirs, à Copenhague, tout le monde se déplace à vélo. Et les vélos sont prioritaires. Donc, avant de monter dans l'autocar ou de monter dans votre voiture, pour autant que vous puissiez la stationner, regardez toujours à gauche et à gauche euh, si vous n'avez pas un vélo qui arrive à toute allure. Donc, Copenhague, d'abord, c'est une ville, moi, ce qui me frappe toujours, c'est une ville où la place de la femme est importante. Pourquoi? Nous avons la petite sirène d'Andersen que vous connaissez tous, qui est là sur qui vous accueille, qui accueille le touriste sur le front de mer. C'est une monarchie avec une reine que vous connaissez, qui est francophile. Son mari, hélas décédé il y a 7 ou 8 ans, était français. Et leurs enfants, leur fils, le prince héritier, est français. Ce qui ravit les Français, n'est-ce pas? Ils n'ont plus de monarchie en France, mais quelque part, maintenant, ils auront par procuration, si je puis dire, un Français sur le trône du Danemark. Donc, ici, quelques années. Ils ont déjà une présidente en Géorgie, puisque c'est une diplomate française qui est la présidente de la Géorgie, donc ce pays du Caucase entre la Russie et l'Arménie. Maintenant, ils auront bientôt un roi français à la tête du royaume de Danemark. Alors, il y a d'autres figures. Vous connaissez évidemment ce roman, Out of Africa. Vous avez évidemment tout le monde, chacune a vu le film, romantique à souhait. Eh bien, donc, c'est l'œuvre d'une écrivaine, dit-on aujourd'hui, danoise, n'est-ce pas, Karen Blixen. Et alors, le Danemark, il fait la une depuis 8 jours dans les médias, chez nous, à la télévision. Et demain soir, en particulier, sur RT. Vous regardez RT le jeudi soir, parfois. Voilà sans doute la plus célèbre des Danoises. Vous la reconnaissez, Borgen. Birgit Nyborg, l'héroïne de Borgen, qui nous revient et donc, qui joue, donc c'est une célébrissime actrice danoise, Babette Knudsen, qui joue évidemment donc le rôle de Birgit Nyborg, qui est donc ici dans le rôle d'une première ministre danoise et qui va se friter, si je puis dire, avec les ambitions territoriales de la Chine qui veut mettre la main sur le Groenland. Enfin bref, c'est un clin d'œil pour vous dire que le Danemark, il y a une position particulière pour la femme au Danemark et qu'on se retrouve dans une ambiance qui est quand même complètement différente. Alors évidemment, c'est une carte postale, Copenhague. C'est une carte postale avec le vieux port, avec les soldats de la garde, hein, qui sont inspirés, ils sont tout à fait inspirés de ceux de Buckingham, si ce n'est leur livret est bleu marine plutôt que rouge vif. Et on oublie trop souvent que le royaume de Danemark, ça a été même un empire. Le Danemark est toujours aujourd'hui le plus grand pays de l'Union européenne, avec le Groenland. Ah ouais. C'est un pays, n'oublions pas que jusque 1940, l'Islande était danoise. C'est à la faveur de la guerre 40-45 que les Islandais ont pu obtenir leur indépendance. Alors bon, passant ces cartes postales, nous visiterons, bon, c'est aussi un patrimoine extraordinaire. Alors le patrimoine le plus saisissant, c'est le parc de Tivoli. Alors le parc de Tivoli, il a été construit en 1843. C'est révolutionnaire à l'époque, hein. Donc c'est comme si on avait mis Walibi au milieu de Louvain-la-Neuve, ou au milieu de Bruxelles, ou le Heysel au milieu de Bruxelles. Et toujours aujourd'hui, c'est le lieu favori de sortie des gens de Copenhague. Les gens vont en famille faire un tour sur un carrousel, se restaurer, boire un verre dans une taverne, dans une guinguette, manger des harengs ou des hamburgers pour d'autres. C'est assez extraordinaire. C'est passionnant parce qu'il y a même des pavillons qui datent de la fin du XVIIIe siècle. Le pavillon chinois, notamment, qu'on voit à l'entrée, est un pavillon qui date du début du 18e, de la fin du XVIIIe siècle, pardon. C'est un endroit extraordinaire où nous passerons une soirée puisqu'on a prévu d'aller dîner au Tivoli.
Alors, le Danemark, bon, c'est aussi la modernité. Ça, c'est le tout nouvel opéra qui se trouve en face, pour la petite histoire, vous verrez dans la série, du bureau de Birgit Nyborg dans la série Borgen. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans le film. C'est le nouvel opéra qui a été offert par une société danoise qui est leader dans le transport des containers au niveau mondial. Et donc, voilà. C'est l'architecture d'aujourd'hui au Danemark est quelque chose d'important. Mais bon, le Danemark, de Copenhague, ce sont des musées saisissants. Ce sont des musées qui ont été pionniers et qui restent, à mon sens, toujours pionniers par leur conception. Alors, le premier que nous visiterons, c'est la Glyptothèque Carlsberg, comme les brasseurs. Ce sont les brasseurs danois donc, qui ont offert un musée dédié à la sculpture antique et à la sculpture moderne à Copenhague. C'est extraordinaire, c'est splendide, c'est un modèle de muséographie, c'est unique parce que vous n'avez ça nulle part ailleurs sauf à Munich, une glyptothèque. Il y en a deux au monde, à Munich et à Copenhague. Et donc, vous voyez, regardez comme c'est présenté avec goût et élégance. C'est un monument prodigieux parce qu'il est construit autour d'un atrium central avec une serre tropicale comme les serres de Laeken. Et là, on peut se restaurer, on peut boire un verre, un café. Beaucoup de gens, d'ailleurs, y rentrent juste, non pas pour visiter, mais simplement pour prendre un café ou le thé l'après-midi. Donc là, nous avons une version des Trois Grâces de Canova, si j'ai bonne mémoire. Alors, la Glyptothèque, ben, nous aurons pour hôte aussi quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Sébastien Pollet, qui intervient régulièrement à l'UDA et qui nous rejoindra à Copenhague les premiers jours pour nous faire partager sa passion d'égyptologie. Alors, à la Glyptothèque Carlsberg, il y a une salle prodigieuse, enfin, il y a des salles égyptiennes prodigieuses et qui sont en sous-sol. Je vous assure, vous descendez là-dedans, c'est comme si vous descendiez dans la crypte de la pyramide de Khéops. Ça a été inspiré, bien entendu, c'est l'effet recherché par l'architecte. Il voulait transporter le visiteur nordique qui n'avait pas l'occasion à l'époque de se transporter en Égypte, de lui rendre un peu la même émotion. Et les sarcophages, la crypte des sarcophages est située dans un sous-sol très saisissant et très surprenant. Et donc, Sébastien nous fera vivre sa passion et les collections égyptiennes, et il les mettra en valeur à cette occasion. Il nous accompagnera également au Musée national d'archéologie. Et là, pour moi, c'est un des musées, pour moi, un des plus beaux musées d'Europe. C'est un musée extraordinaire. Alors, pourquoi? D'abord par la qualité des collections. Quand le Danemark s'est constitué au XIXe siècle, donc plus ou moins à la même époque que la Belgique, d'emblée, le législateur de l'époque a encouragé tout qui trouvait un objet préhistorique à l'apporter en échange d'une récompense. La préhistoire au Danemark, c'est une affaire de conscience nationale. D'ailleurs, quand on dit préhistoire au Danemark, la préhistoire, elle commence avec les dinosaures, en tout cas à l'âge de la pierre ou à l'âge du bronze, au moins 1000 avant, au moins 1500, au moins 2000 avant Jésus-Christ, mais elle s'achève avec la fin de l'ère viking. Elle s'achève en fait au Moyen Âge. Les Danois ne font pas de scission comme nous le faisons. Ils n'ont pas cette vision découpée de l'histoire que nous avons, en tout cas pas de la même manière. Pour eux, il y a un continuum. Et effectivement, si on regarde le patrimoine danois, qu'on soit dans la tradition des Celtes, comme nous l'avons ici, avec ces pointes de flèches en silex taillées, que ce soit jusqu'au dernier viking, à l'effondrement du royaume viking, donc aux alentours de l'an 1000, il y a une continuité. Il y a une continuité de civilisation, il y a une continuité au niveau de l'histoire de l'art, dans les formes, dans les artefacts, dans la religion. On est véritablement dans la même civilisation. Et donc, c'est ce continuum que ce musée présente. Alors, je vous dis que c'est une conscience nationale, la préhistoire au Danemark. Il suffit de prendre un billet de banque danois.
Bon, pour autant que vous en trouviez, puisque maintenant tout le monde paye en carte au Danemark, même s'ils commencent à rétropédaler parce ils ont compris que le jour où il y aurait une cyberattaque russe ou chinoise, avec les cartes, il serait compliqué d'aller acheter son pain. Mais ici, visiblement, nos législateurs n'ont pas encore tout à fait pris la mesure. Mais les pays nordiques, qui avaient tout misé d'ailleurs sur le paiement par carte, en reviennent. Ils rétropédalent tout à fait pour l'instant. Mais donc, vous prenez un billet de banque danois n'importe lequel, vous avez des objets préhistoriques du musée illustrés dessus. Chez nous, on mettait des artistes. Les Danois mettent des objets préhistoriques. Alors, ces objets préhistoriques, ils ont aussi une autre importance. Vous regardez l'élégance de ces pointes de lance. Eh bien, les grands designers danois ont vu ces pièces parce que les écoles vont dans les musées. Ils ont été nous biberonnés, je peux mettre des guillemets, à cette esthétique. Et voilà, et il faut se dire aujourd'hui que tout le design danois, il trouve sa racine aussi dans ces objets préhistoriques extraordinaires. Quand vous regardez le design des grands designers du XXe siècle, vous voyez qu'il y a des formes qui sont tout à fait inspirées. En plus, ce musée est extraordinaire par sa muséologie, parce que là, ce sont de grands designers danois contemporains qui ont vraiment doté d'un écrin merveilleux des objets millénaires. Donc voilà, vous avez là des pointes de lance, des casques de cérémonie extraordinaires. Ce sont des casques qui font qu'à 60-70 cm de haut. Hein. Alors, vous avez le fameux disque de Trondholm et le Chaumont Durstrup, pour autant que j'arrive à prononcer le nom correctement, qui sont vraiment des pièces uniques et qui sont des chefs-d'œuvre à inscrire, je dirais même au titre de chef-d'œuvre de l'humanité, n'est-ce pas? Ce sont des pièces exceptionnelles. Alors, les Vikings, je parlais des Vikings, eh bien, nous allons les voir peut-être de près, puisque nous nous transporterons à 15-20 km de Copenhague pour aller visiter le musée des Drakkar, des bateaux. Donc, le musée à Roskilde. Alors là, à Roskilde, on est dans une anse, n'est-ce pas? On est dans un petit golfe en bordure de la mer du Nord, de l'océan et de la mer du Nord. On a retrouvé dans la vase 5 Drakkar il y a de ça une cinquantaine d'années. Ces Drakkar ont été restaurés avec amour, comme on sait le faire dans ces pays-là. Ils ont été sortis de la vase, ça a duré des années. On les a immergés dans de l'eau, on les a traités pour les exposer dans un magnifique bâtiment en bordure, donc là, à l'endroit même où ils ont été trouvés. Et donc, vous avez ici à gauche la photo d'un des Drakkar les mieux préservés. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce musée se double d'un musée vivant. Donc, avant d'arriver, vous passez par le musée vivant, par un parc, un peu comme Bokrek ou l'archéosite d'Opchi, où il y a un chantier naval qui recrée des Drakkar. Bon, là, ça dépend évidemment de la chance qu'on a, alors parce que ça occupe essentiellement des bénévoles qui refont des Drakkar à l'antique. Donc, vous voyez, cet homme à droite est armé d'une hache qu'on voit à gauche et qui est donc un outil viking. Une réplique, bien entendu. Hein. On ne va pas chercher ceux qui sont dans les musées de Copenhague. Et donc, voilà, ça commence par l'abattage de l'arbre et on débite l'arbre, puis on extrait les planches. Et donc, tout est refait à la main de manière typique. Même les voiles sont tissées comme à l'époque. Et alors, évidemment, le grand plaisir est de faire un tour en Drakkar. Bon, si certains sont intéressés, n'est-ce pas, Laurence? On pourrait organiser un tour en Drakkar. Alors, un autre musée saisissant, c'est le musée Thorvaldsen. Thorvaldsen, c'est un des grands sculpteurs danois, peut-être le plus grand, en tout cas le plus célèbre. C'est un sculpteur du 19e siècle. C'est un musée étonnant. Il a fait carrière à Rome, il a très peu vécu au Danemark. Mais quand il est mort, les Danois ont tenu à l'enterrer à Copenhague avec faste. Et alors, on a ramené de Rome toute sa collection de marbre et de plâtre antiques. Et on lui a construit à son ode un musée. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait toujours penser à la maison de Cléopâtre dans Astérix. La maison à gauche.
Donc, c'est une espèce une architecture un peu hybride entre l'architecture grecque, romaine et égyptienne, un peu une vision du 19e. Et donc, là aussi, Sébastien Pollet viendra nous donner ses lumières sur, sur, sur Thorvaldsen, dont toute l'œuvre est inspirée de l'Antiquité. D'ailleurs, si vous voyez là, il y a une réplique de la statue équestre de Marc Aurèle, bien entendu, hein. Alors, un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est Louisiana. C'est un musée aussi prodigieux. C'est le premier musée pavillonnaire, un des premiers, avec celui qui a été construit par Van de Velde en Hollande, dans le parc de la Haute-Veluwe. Mais c'est sans doute un des premiers musées pavillonnaires. C'est en tout cas sans doute et où on a donné une telle importance au paysage. C'est un musée en fait qui est en forme, qui n'a pas d'étage, qui est en forme de dent de scie et qui s'ouvre. Toutes les salles s'ouvrent sur sur l'estuaire, sur la mer du Nord. En face, en fait, on est déjà en Suède, n'est-ce pas? Et à l'origine, c'est une collection privée et les promoteurs, dans les années fin des années 50, qui étaient des gens particulièrement riches, ont fait appel à des artistes comme Henri Moore ou Calder pour venir décorer le parc. Et donc, vous avez ces œuvres d'art qui sont maintenant, on dirait même plus des œuvres d'art contemporain, c'est de l'art moderne, ce sont des chefs-d'œuvre, des classiques de l'art du XXe siècle. Et donc, voilà, c'est une promenade extraordinaire à faire en bordure de mer. Et ça se complète aussi par un parcours intérieur avec des œuvres de Picasso. Il y a aussi notamment en intérieur, parce que là, ils les ont choisi de les mettre là, il y a une chapelle avec des Giacometti. Euh, donc voilà, mais ça, c'est un endroit magnifique. Alors, un autre endroit qui vient d'être réouvert, c'est le musée d'Ordrupgaard. Alors, Ordrupgaard, c'est une collection privée ici aussi qui appartenait à un des magnats de l'assurance danois qui s'est pris de passion très tôt pour l'impressionnisme français et pour la peinture française du XVIIIe siècle. Alors, cette fondation maintenant est administrée par des gens qui sont des Danois, qui sont tournés vers la création contemporaine. Et donc, vous voyez, vous avez une vue à gauche de la nouvelle aile qui a été construite par l'architecte irakienne Zaha Hadid. Zaha Hadid, elle a construit chez nous à Anvers le nouveau siège de la capitainerie du port d'Anvers. Donc, vous avez une vue de la salle d'impressionniste à droite. Et là, nous aurons aussi un contact avec le design danois, puisque la maison du designer Finnjul est préservée dans le parc. Donc, alors, on terminera la visite de Copenhague des musées par la collection Hirschsprung. Hirschsprung, lui aussi, mania de l'industrie, passionné par l'histoire de son pays. On est à l'époque romantique danoise. Il y a une grande école de peinture inspirée par l'impressionnisme à la fin du 19e, début du 20e siècle. On le voit à droite, n'est-ce pas? C'est des tableaux qui, en Belgique, n'auraient pas renié à quelqu'un comme Theo Verstraeten, par exemple, ou Hélène Bock, n'est-ce pas? Tous ces peintres belges de l'école du 19e, ceux qui connaissent le musée de Saint-Josse, au musée de Saint-Josse ou au musée de Tournai, on en a de très beaux exemples. Mais on a eu le même mouvement d'impressionnistes ou de néo-impressionnistes au Danemark. Et c'est dans la maison d'Hirschsprung, n'est-ce pas, où on découvre cette collection intimiste qui est tout à fait charmante et qui nous donne tout un éclairage sur la vie culturelle danoise au début du XXe siècle. Alors, on ne quittera pas le Danemark sans avoir rendu hommage à Karen Blixen, parce qu'après avoir quitté l'Afrique suite au drame qui est magnifiquement raconté dans le film, c'est-à-dire que bon, son amant se tue, mais aussi les affaires partent à volo, n'est-ce pas? Et donc elle revient en Danemark et elle s'installe dans cette charmante maison sur la côte d'ailleurs, parce que là on est aussi en bordure de la côte, on est sur ce qu'on appelle la côte d'Azur danoise. Vous verrez, c'est un endroit magnifique avec des villas saisissantes. Euh,
On se croirait dans ce téléfilm qu'on a vu ici récemment, n'est-ce pas, Sandam, des maisons en bois hollywoodiennes. Rien que ça, c'est un régal de voir comment ces maisons dans des parcs le long de la route. C'est très, très beau. Voilà, donc on quittera le Danemark par la visite de la maison de Karen Blixen.